Bonjour Cybèle Olivier. Salut Karima. Bonjour Nick Payne. Bonjour Karima. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ben ça va très bien. Écoutez, depuis ce matin, on a beaucoup de gens qui nous envoient des textos qui réagissent, donc je vais les inviter à faire de même pour l'émission. Le 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Des fois, on leur lance des questions, tu sais, mais on vous invite à réagir, surtout que là, on va parler donc de Éric Ducharme qui se fait donc démissionner, si on veut. Mais montrer la porte. Oui, montrer la porte par rapport au scandale Saclec. Alors, si jamais vous avez des réactions en lien avec ça, on va les prendre. Parfait. Bonjour, Monsef Deradji. Oui, bonjour. Oui, on va réagir justement là-dessus. Absolument. Malheureusement, moi, je pense que la décision de mettre dehors et montrer la porte à M. Ducharme arrive un peu tard. Parce que je vais juste démêler les gens qui nous suivent parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la commission Galland, il y a l'enquête. Oui, c'est ça. Les gens sont un peu mêlés. Mais je vais juste clarifier les choses. Ce que la commission Galland fait présentement, c'est le passé. Donc, ce qui est arrivé avec le lancement de Saclec, comment on l'a échappé, pourquoi les Québécois se ramassent à payer une facture plus élevée que prévu. Ce que M. Ducharme a commencé à faire, c'est après le scandale Saclec. Donc, et on a vu que les 3 dernières années, la SAC a cumulé un déficit en date du 31 décembre 2024 de 500 millions de dollars. Moi, c'est ça qui me préoccupait. C'est énorme. Et encore une fois, il n'y a aucune tendance qu'on va arrêter l'hémorragie. Le gouvernement va arrêter l'hémorragie. Donc, c'était prévisible. C'est pour cela, il y a quelques semaines, j'ai demandé publiquement la mise sous tutelle de la SAC. Pourquoi? Moi, ce n'est pas les travaux de la commission Galland qui me préoccupaient. Ça va être réglé. Bien, c'est ça. Ça, vous dites le passé, on fait la lumière là-dessus, mais on ne peut pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, M. Ducharme, lui, c'est pas en lien avec ce qui s'était passé à cette période-là. Lui, il avait été appelé en renfort, si vous voulez, pour redresser la situation, essayer de trouver un plan de match pour dire on va sortir de ce marasme. Vous l'avez très bien résumé. Exactement. Donc, on l'a ramené, mais malheureusement, il a échoué. Il a été nommé. C'était l'homme choisi par Mme Guilbeault. 2 ans et demi plus tard, il n'y a aucun indice qui nous démontre que l'hémorragie a été arrêtée. Donc, on se ramasse avec un déficit de 500 millions de dollars. Un auditeur en plein commission Galland a dit clairement, écoutez, ça risque d'être 1 milliard. Donc, les Québécois qui nous suivent aujourd'hui, si la commission Galland vous a appris quelque chose qu'on a déjà perdu 500 millions, il faut être prêt l'année prochaine qu'on risque d'avoir un déficit cumulé qui risque d'être 1 milliard. C'est vertigineux quand on se dit, non seulement on a perdu le contrôle, mais là, est-ce qu'on est capable justement de trouver une solution pour ne pas que ça continue? On se demande comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver cette façon de faire. Les Québécois n'ont pas voté pour M. Ducharme. M. Ducharme est un fonctionnaire de l'État. Les Québécois ont donné un mandat fort à M. Legault et Mme Guilbeault, c'est elle qui est responsable des transports. Est-ce que c'est un bouc émissaire? Oui, à mon avis, parce que Mme Guilbeault n'a jamais pris sa responsabilité. Elle est responsable de quoi, Mme Guilbeault, aujourd'hui? Il a échoué avec le lancement de Saclec. On se ramasse sous son leadership d'un déficit cumulé de 500 millions de dollars. Et j'espère aujourd'hui, à la conférence de presse de 16 heures, moi, je ne veux pas que Mme Guilbeault ne présente la bonne nouvelle qu'il y a un PDG par intérim. Moi, je la vois et je veux qu'il nous présente un plan de redressement. Comment on va stopper l'hémorragie du déficit cumulé et quel est son plan de match avec la SAC. C'est ça qui est très préoccupant. Parce que là, il ne peut pas se cacher « je ne le savais pas » ou « je n'étais pas au courant » ou « on ne m'a pas parlé ». On sait qu'il y a un déficit cumulé. OK. Est-ce que Mme Guilbeault doit démissionner? On l'a dit depuis très longtemps, Mme Guilbeault ne gère aucune fougère. Elle n'arrête pas de parler de sa fougère. Mais malheureusement, Mme Guilbeault, depuis le début, elle est responsable d'un projet. C'est le 3e lien. Pour le 3e lien, il arrive à convaincre le Premier ministre. Il est capable d'aller chercher 275 millions pour des études bidons parce qu'il veut lancer le 3e lien pour gagner la prochaine élection. Mais Mme Guilbeault l'a démontré, que ce soit au niveau de la SAC, il y a des problèmes. Que ce soit au niveau d'une autre société d'État où elle gère, la Société de traversée du Québec, il y a des problèmes énormes au sein de cette société d'État. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous la trouvez incompétente. Je l'ai déjà dit, Mme Guilbeault n'a pas bien géré les sociétés d'État qui sont sous sa responsabilité. Preuve à l'appui. Donc, ce n'est pas la première fois. Et c'est pas Donc, vous demandez sa démission encore aujourd'hui? Je l'ai déjà demandé pour moi. Mais aujourd'hui? Absolument, parce que ça ne règle pas le problème. Le fait que M. Ducharme n'est plus là ne règle pas le problème. Si Mme Guilbeault ne présente pas un plan de redressement aujourd'hui, pour moi, il a échoué. C'est une opération marketing de dire « je suis en contrôle ».
je le mets dehors. Mais jusqu'à quel point il va commencer à mettre dehors des PDG et les responsables? Les Québécois qui nous suivent aujourd'hui, ils ont voté pour la CAQ. Ils n'ont pas voté pour M. Ducharme. Ils n'ont pas voté pour M. Marcellet. Ils ont voté pour un gouvernement pour bien gérer leur argent. Oui, c'est ça. Si vous étiez au gouvernement, alors qu'est-ce que vous proposeriez? Plan de redressement. Ça veut dire quoi? Un plan de redressement, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que vous cumulez un déficit. Le déficit est rendu à 500 millions. Il risque d'atteindre 1 milliard. Il faut qu'il soit honnête avec les Québécois. C'est quoi la tendance? En date d'aujourd'hui, ça fait 6 mois après le dépôt des états financiers. Donc, vous vous asseyez avec qui dans ce plan de redressement? On met qui autour de la table? La haute direction de la SAC, un bon tableau de bord pour voir les sorties du flux d'argent de la SAC, parce qu'on ne peut pas tolérer un déficit cumulé. Au bout de la ligne, ce sont les Québécois qui vont le payer. Soit on va le payer avec le permis de conduire, soit on le paye avec les plaques d'immatriculation, soit via une autre taxe déguisée venant de la SAC. Ils disent qu'ils ont du mal à trouver, justement, là, quand on se met à fouiller dans les systèmes, puis d'où viennent les entrées d'argent. Puis ça semble être une espèce de bordel, là, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Là, ça semble être complètement... Là, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Là. C'est exactement les propos du vérificateur général. D'ailleurs, Mme Guilbeault a payé un prix par rapport à l'outrage au Parlement. L'outrage au Parlement, c'est qu'il n'a pas déposé le rapport annuel de la SAC. Pourquoi il n'a pas déposé le rapport annuel de la SAC? C'est parce que les états financiers devraient être audités par le vérificateur général. Or que le vérificateur général était incapable d'auditer parce qu'il n'avait pas l'ensemble des factures ni les éléments nécessaires pour dire les états financiers que j'ai devant moi sont véridiques. D'où l'importance de ce que je disais il y a quelques semaines. C'est sous tutelle. La société d'État n'est plus gérée parce que Mme Guilbeault a failli à sa tâche. Donc vous, non seulement la démission... On met la SAC sous tutelle. En gros, c'est ce que vous proposez. C'est une prise de contrôle parce que je ne veux pas que les Québécois payent les frais de l'inaction. Et plan de redressement. Donc, on vous entend. Ça, c'est vraiment ce que vous réclamez aujourd'hui. Je me mets dans la peau, comme tout le monde, là, puis je me mets dans la peau de nos auditeurs là, qui écoutent ça puis qui doivent se dire, mais on est découragés. Oui. C'est qui est à la tête de notre État, de nos institutions? Là, y a-t-il quelqu'un qui est au gouvernail parce que c'est l'argent, c'est des fonds publics? Là? Les Québécois se disent, coudon, est-ce que c'est toute une gang d'incompétents? Oui, mais je suis comme vous, je suis outré moi aussi. En bon contribuable québécois, je vois ça, c'est un triste spectacle. Parce que mais ça fait mal, oui. Parce que c'est des gens très bien payés. L'ex-PDG, il est nommé ailleurs pour une autre société d'État, il touche 450 000 $. Les Québécois qui paient leurs impôts, qui paient leurs taxes pour donner à l'État de l'argent pour fonctionner et qui voient les hauts responsables complètement dépassés, c'est irresponsable. Et c'est pour cela que moi, aujourd'hui, c'est assez. Il faut que Mme Guilbeault se saisisse parce que ça n'a aucun bon sens. C'est elle qui a choisi M. Ducharme. On aurait dû être ailleurs aujourd'hui et non pas continuer à payer de l'incompétence autour de la table. Parce que, regardez les écoles, on leur demande un plan de coupure en fin de session. Les écoles doivent baisser leurs attentes parce que M. Bonnardel, Drainville n'a plus les moyens pour son réseau. Mais de l'autre côté, on trouve l'argent pour le troisième lien et on continue à gaspiller l'argent public. C'est ça qui est un peu frustrant. Oui, je comprends. Donc là, on vous entend là-dessus. Évidemment, on va surveiller la conférence de presse, on va surveiller ce qui va se dire aujourd'hui et surtout la suite des choses. Et je veux qu'on revienne quand même rapidement sur le troisième lien parce que on est dans la continuité. Ouais. Là, on nous dit encore une fois, on a vu, il y avait, c'était hier, là, il y avait dans un document, Radio-Canada en parlait d'ailleurs, ce document confidentiel d'évaluation préliminaire préparé par le ministère du Transport. Et là, on dit que ça pourrait aller jusqu'à 9,3 milliards de dollars pour le troisième lien. Et aussi, la ministre Guilbeault qui demande 275 millions de plus pour aller un peu plus de l'avant pour l'aspect, les préliminaires à la chose. Vous, qu'est-ce qu'on fait avec le troisième lien? Est-ce qu'on y va quand même de l'avant? Parce que les gens de Québec, il y a des gens de la région, pas tous, mais des gens de la région de Québec qui disent non, nous, là, vous en avez des ponts à Montréal, puis nous aussi, on veut développer la région. Arrêtez, c'est du snobisme. Oui. Bon, au-delà du snobisme, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui snob les gens de la région de la capitale nationale, c'est la CAQ. Parce que Mme Guilbeault a arrêté tous les projets de mobilité à l'intérieur de la capitale nationale.
Il a arrêté le financement de projets qui vont avoir un impact sur le quotidien de ces gens. Moi, le problème que je déplore aujourd'hui, c'est le double discours du gouvernement Legault. Il n'y a même pas 3 semaines, ils ont envoyé des lettres à toutes les directions d'école pour leur dire « on n'a plus d'argent ». OK, mais j'entends. Ouais. Mais certains diront, à un moment donné, on peut choisir notre angle puis dire, oui, OK, l'école, ci ou ça, mais les infrastructures, ça fait partie aussi du développement économique. Il faut des infrastructures si on veut construire des choses et tout ça. Puis là, on vient toujours, il y a l'aspect de l'instrumentalisation politique du troisième lien qui est insupportable. On a l'impression qu'on revient à chaque fois, à chaque élection. Troisième lien, oui, on va le faire. Ensuite, on recule. Les études, c'est tout le temps des nouvelles études. Ah oui, ceci, c'est faisable, pas faisable. Vous, par rapport au troisième lien, à l'heure où on se parle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On y va de l'avant, finalement, ou au-delà de l'instrumentalisation politique? Ceux qui ont instrumentalisé le troisième lien, c'est la CAQ. La CAQ l'ont annoncé et l'ont annulé. Et là, maintenant, ils veulent le relancer, encore une fois. Ce débat ne peut pas se faire sur un coin de table s'il n'y a pas un tracé, un budget et un échéancier. Au moment où on se parle, je n'ai pas le vrai tracé. Je n'ai pas le coût réel parce que le 9 milliards, ça inclut pas beaucoup de choses qui ont été enlevées. Oui, c'est ça. Il y a d'autres choses qui pourraient se rajouter, effectivement. Études environnementales, études de conception, les coûts d'acquisition de terrain, peut-être même de l'expropriation, etc., etc. Donc, si on veut, je vais être honnête avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vais me prononcer sur quel chiffre? Est-ce que c'est un bar ouvert? Si ça va coûter 20 milliards, on est prêt à le dire? Donc, c'est la CAQ qui instrumentalise les gens de la capitale nationale parce qu'ils savent, sans troisième lien, ils vont perdre la prochaine élection. Mais vous, mon chef d'Éradio, on fait quoi alors avec ce dossier-là? Là, je vous le confie. Là. Puis là, vous vous présentez devant les gens de Québec, vous leur dites quoi? Nous, déjà, au Parti libéral et avec notre chef, M. Pablo Rodriguez, on était très clairs. Ça prend un plan de mobilité. On était pour un troisième lien avec le transport collectif, mais il faut s'entendre. Il faut régler le problème de la congestion sur la rive sud de Québec. Les 2/3 ne traversent pas. Il faut arrêter de le dire. Les 2/3 des automobilistes restent sur la rive sud. C'est un problème est-ouest. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport de la Caisse de dépôt et d'infrastructure. Maintenant, quand je suis sur la capitale nationale, il y a des voies réservées qui ont été arrêtées par la CAQ. Nous, on va aller de l'avant avec la Ville de Québec. La Ville de Québec a un plan de mobilité. Pourquoi la CAQ n'a pas financé le plan de mobilité de la Ville de Québec? Pourquoi ne pas travailler avec le maire de Québec? D'ailleurs, ni le maire de Québec, ni le maire de Lévis ne voulaient même pas se prononcer hier sur cette sortie de ces documents parce que le projet ne tient plus la route. Le projet n'est pas justifié, il n'y a pas de tracé, il n'y a aucune assise juste pour dire, écoutez aux Québécois, ça va nous prendre 15 milliards et on va le faire sur 8 ans, ce troisième lien. Parlons du Parti libéral. Évidemment, il y a eu la course à la chefferie. Pablo Rodriguez donc, a été élu le chef du Parti libéral du Québec. On sait que ça a été assez désastreux lors des dernières élections. Mon chef d'Érasdi, je vous écoute, vous êtes passionné, vous aimez le Québec. Pourquoi vous ne parlez pas aux francophones? Le parti, lors des dernières élections, fait moins de 10 % chez les francophones. C'est quoi le problème? Comment ça, vous n'arrivez pas à les rejoindre? Vous avez raison, c'est un défi énorme qu'on a et on voit que c'est possible de le faire. Si je prends juste la courbe de croissance, si je peux utiliser ce terme de croissance du Parti québécois. Le Parti québécois était à terre aussi lors de la dernière élection et regardez aujourd'hui PSPP où il est. Moi, je pense avec l'arrivée d'un nouveau chef, et d'ailleurs, le chef, il est très, très, très convaincu de ce lien qu'on n'a pas encore avec les francophones. Il va passer tout son temps dans les régions. Mais en même temps, c'est ça qui est quand même... Tu sais, tu as des Québécois anglophones, tu as des Québécois allophones, Québécois francophones, mais on sait que le français, c'est quand même la langue nationale. On est quand même, c'est la spécificité. Absolument. Donc, vous ne dites pas, là, hey, ça va pas, là. Il y a quelque chose qu'il faut allumer, les gars, là. Ouais, mais et les femmes, là, et tout le monde, là. Non, mais vous avez raison. On est conscient. On ne va pas se cacher. On a un défi avec les francophones. On va travailler fort. Et d'ailleurs, le chef est très, très conscient. Il a déjà commencé une tournée. Il a déjà fait une tournée pendant 1 an de toutes les régions du Québec. Lui, il dit, moi, je vais être sur le terrain. Nous avons déjà eu notre rencontre avec le chef. Et lui, il est convaincu. Le retour en 2026 pour être l'alternative à M. François Legault, c'est être sur le terrain et être proche des francophones. La majorité des Québécois sont, par exemple, en faveur de la laïcité. Vous êtes contre au Parti libéral du Québec. Pourquoi? Je vais juste corriger une chose. On n'est pas contre la laïcité. Non, vous êtes on est contre pour la laïcité. Ben oui, pour la laïcité, ça ne veut rien dire.
Mais C'est-à-dire excusez-moi. que... Non, mais sur la loi 21, sur la loi Non, 21. mais ça, c'est autre chose, là. C'est pas autre chose. Moi, je vous parle de Ouais. ça. Non, mais la loi 21, c'est une chose. Mais sur la laïcité, il n'y a aucun Sur la libéral... loi 21, c'est Ouais, ça, je c'est ça peux qu'on revenir. conteste. Ça, Aucun problème. on est tous d'accord sur la base de la laïcité, tout le monde est d'accord. Ouais, Moi, mais- je vous parle de la loi 21 Ouais, qui est mais la CAQ, majoritairement... La majorité des Québécois sont en faveur de la loi 21. Pourquoi vous contestez ça? Je vais revenir sur la loi 21. Mais au niveau de la laïcité, il faut la mettre une fois pour toutes. Il faut une chose très claire. Il n'y a aucun libéral qui est contre la laïcité. On est pour la laïcité de l'État. Au contraire, c'est très, très important et c'est très clair. Maintenant, sur la loi 21, vous avez l'utilisation de la clause dérogatoire. Ça a été quelque chose qu'on n'a pas accepté et on a voté contre la loi 21. Si vous aimez le Québec, ou si on comprend les règles du Québec, vous me dites, puis je sais que vous aimez le Québec, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est un outil que le Québec a pour faire avancer des projets de loi. Donc, vous voulez quoi? Retirer cette possibilité pour le Québec de pouvoir aussi avoir son propre modèle? Ouais. Mais vous savez, dans une société démocratique, il y a le Parlement et il y a aussi les autres institutions, y compris nos institutions juridiques, etc. La loi est contestée. Okay? Elle est contestée aussi par... maintenant, elle est contestée, puis même le fédéral approuve la contestation. Donc, vous êtes main dans la main avec le fédéral sur la contestation? On n'est pas question de main dans la main avec le fédéral, mais on s'est donné ces institutions démocratiques au Québec et au Canada. C'est comme ça qu'on fonctionne. Nos lois ne doivent pas être discriminatoires. Donc, pour vous, c'est discriminatoire. Écoutez, quand tu empêches des gens d'exercer... Personne, la loi n'empêche pas. C'est-à-dire que on regarde ailleurs dans le monde, c'est aussi une possibilité. Là. Si vous regardez la France, vous allez dire, est-ce qu'elle est discriminatoire? C'est un modèle. On peut en débattre, puis je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais ça va. Mais en fait, c'est correct. Il y a la vision de la CAQ par rapport à la laïcité. Il y a notre vision, qui est aussi une vision... très inclusive, une vision qui respecte les chartes québécoises et les chartes canadiennes et que nous, ce qu'on dit, oui pour la laïcité. Il n'y a aucune discussion par rapport à ça. Mais il ne faut pas... la laïcité... Mais vous, cet aspect-là, c'est pas quelque chose que vous... En fait, vous êtes pas en faveur de cet aspect-là. Et je pense que nous étions clairs depuis le départ par rapport à ça. Mais aujourd'hui, dire que le Parti libéral est contre la laïcité, non, c'est faux. Le Parti libéral est pour la laïcité de l'État, mais il faut respecter aussi les libertés individuelles. D'accord. Donc ça ne changera pas là-dessus. Et sur le français comme tel, comment on fait pour, justement, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète, l'anglicisation de Montréal? Écoutez... On parle beaucoup de la langue française et avec raison. C'est notre langue officielle. Absolument. Et il faut toujours faire plus pour la protéger. Et on protège la minorité anglophone. Puis ça, c'est essentiel. Puis je pense que c'est une fierté du Québec de dire on protège la minorité anglophone, mais la vocation, par exemple, des nouveaux arrivants qui sont allophones, c'est d'intégrer le français, c'est d'apprendre le français parce que c'est la langue commune. C'est pas si vous voulez, d'encourager l'utilisation de l'anglais. Ouais. Je ne parle même pas de la minorité anglophone dans mes propos. Je parle vraiment du français et le fait français. Moi, je pense en tant que société, dans ce bassin en Amérique du Nord, où on est inondé par toutes sortes de choses. Hein. Je le vois au quotidien. Peu importe la plateforme, YouTube, Crave, Netflix, même les livres. Moi, j'ai un exercice avec mes enfants de les pousser d'aller à la bibliothèque et de chercher, des bons romanciers québécois. Je le vis. Ça, je le vis avec mes enfants de les orienter. Mais ça, c'est partout, hein, Monsef Deradji. Si vous allez en Italie, vous allez en Espagne, vous allez en France, je veux dire, la langue nationale, vous allez en France, les gens parlent français, là, puis ils ont le Netflix, puis ils ont la même chose que nous. Vous allez en Espagne, les gens parlent en espagnol, vous allez... donc, à un moment donné, on peut pas juste se cacher sur ça là, pour dire, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais c'est justement, c'est là où je veux absolument qu'au niveau du Québec, qu'on s'intéresse davantage à la langue française et ne pas être hypocrite dans le discours. La CAQ, en coupant des classes de francisation, qu'ils arrêtent de dire que pour nous, la langue française est importante. Donc, M. Legault et M. Roberge, qui disaient sur toutes les plateformes, loi 21, loi 9, on va sauvegarder la langue française, on va la promouvoir. Mais il faut que les budgets suivent. Oui. Quand je ferme des classes de francisation, quand je renvoie ces profs... Ça dépend combien de classes de francisation vous avez aussi. Si vous avez
10 classes de francisation, vous avez le budget. Si soudainement, vous en avez 30, vous n'avez peut-être pas le même budget non plus. Tu sais, il y a ça aussi. Mais c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité? Non, mais c'est ce que je dis aussi, Ouais. c'est-à-dire que ça va plus largement. Ça va aussi avec toute la question des seuils d'immigration, notamment avec le fédéral. Ça a un impact sur les services aussi qu'on peut donner. On augmente les budgets, mais tout est un ensemble. Mais M. Legault savait tout cela. C'est ça. M. Legault était très ingénieux dans sa façon de faire. Il a limité le nombre d'immigrants permanents et il a ouvert la porte aux temporaires. Et je sais que je vais vous laisser continuer parce que je sais que vous avez une journée, je crois que vous avez une autre entrevue à LCN tout à l'heure. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir, Monsef. Merci, parce que je pense qu'on avait une bonne discussion. Il y a des dossiers qui sont chauds, mais c'était important de les mettre sur la table. C'est toujours un plaisir. Monsef Déragi, député de Néligan du Parti libéral du Québec. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, Nick. Bonjour, Karima. Bonjour, Cybèle. Est-ce qu'on a des commentaires, des réactions par rapport justement à ces sujets un peu chauds d'aujourd'hui? Ben oui, écoute, je vais vous en lire quelques-uns. Alors, quelqu'un a dit que le problème n'est pas la ministre Guilbeault, le problème, c'est les fonctionnaires. C'est un commentaire qui est revenu à plusieurs reprises, donc de se dire c'est vraiment la fonction publique ainsi que les syndicats qui seraient problématiques dans les problèmes en lien avec la SACLIC. Sinon, ben écoute, les gens sont pas très en faveur de M. Déragi. La majorité nous rappelle des scandales passés des libéraux et n'ont pas du tout confiance en eux pour eux-mêmes établir en fait, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème éventuellement avec des aussi grands projets. Il ne semble pas avoir une confiance envers les libéraux là-dessus. Nick, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrevue? Alors, M. Déragi est un porte-parole d'opposition très efficace. Hein? Il n'y a pas de doute, tous le reconnaissent, ceux qui observent la politique. Mais il nous donne aussi, il nous fait la démonstration du fait que c'est très facile de critiquer, mais plus difficile de proposer. Hein? Par exemple, quand il dit que Geneviève Guilbeault ne gère pas, ben elle ne gère pas. C'est pas elle qui doit gérer la SAC incidemment. Alors là, il dit il faut un plan, mais quand tu lui demandes qu'est-ce que c'est le plan, là, il y a un petit peu de neige dans l'écran. Donc, attendons voir. Puis là, je ne suis pas en train de défendre le gouvernement caquiste quand je dis ça, qui nous a donné toutes les possibilités de le critiquer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux revenir sur Je veux vulgariser un truc. Monsieur Déragi parlait de la disposition de dérogation, le recours à la fameuse clause non-obstant. Pour nos auditeurs, là, ça, c'est un mécanisme dans la Charte canadienne des droits qui permet à un gouvernement, celui du Québec ou d'une province canadienne, de se soustraire à l'application de la Charte lorsqu'il fait une loi qu'il juge nécessaire. Lorsque son Parlement décide, dans notre cas, par exemple, une loi sur la langue ou sur la laïcité. Et cette disposition-là, elle est importante parce que c'est avec ça que le gouvernement canadien, en 1980, 81, je ne sais plus, 82, a réussi à obtenir l'appui des provinces là, pour rapatrier la Constitution au Canada. Alors, c'était... Les provinces et le Québec la voulaient, cette disposition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce temps-là, le Québec y a recours systématiquement et massivement, dans certains cas, en permanence. Pourquoi? Pour défendre son modèle, pour défendre sa différence, sa spécificité, notamment, bien sûr, en matière de langue et d'identité et de laïcité. Alors, quand les libéraux s'opposent à ce que le Québec y ait recours, à ce qu'on y ait recours de façon préventive, dois-je ajouter? Là, oui, c'est ça. C'est souvent là où le bas blesse. Oui, parce que... Et c'est 82, la loi constitutionnelle. 82, voilà. Ce que voudraient les libéraux, c'est que on fasse nos lois, puis là, on se fasse contester, puis là, ensuite, on ait recours à la clause. Mais on peut y avoir recours préventivement pour ne pas être contesté. C'est permis. Alors, quand les libéraux s'opposent à ça, ils s'opposent frontalement et de façon fort significative à ce que le Québec manifeste sa différence là, à l'intérieur du Canada. Alors, c'est très important. Puis quand tu demandais à M. Déragi, je termine là-dessus, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas avec les francophones, cet euphémisme qui nous désigne, nous, en fait, la majorité disons, canadienne, de culture canadienne-française du Québec, ben c'est peut-être à cause de choses comme celle-là. Merci, Nick, puis on se reparle à tout de suite.